Ce soir, à Format 30, M. Michel Foucault, philosophe, professeur au Collège de France, auteur entre autres de l'Histoire de la folie, aussi de Les mots et les choses. On a dit de lui, en souriant, qu'il était le pape du structuralisme. On a dit aussi de lui, mais plus sérieusement cette fois, après la publication de Les mots et les choses chez Gallimard, qu'il était un philosophe qui dérangerait encore plus que le Jean-Paul Sartre des années d'après-guerre, et qu'il venait, ce philosophe, de se manifester par ce livre, justement, Les mots et les choses. Oui, vous savez, bien sûr, on dit beaucoup de choses. Hein. On dit beaucoup de choses. Je pense en effet que le rôle d'un philosophe, c'est de déranger. Un philosophe qui arrangerait ou qui réarrangerait les choses ne jouerait pas, je crois, le rôle que doit jouer actuellement le philosophe et la philosophie. Mais on ne dérange jamais assez. Enfin, en tout cas, j'ai conscience d'avoir dérangé bien peu et bien moins que je n'aurais voulu. Quant à être pape du structuralisme, je ne suis malheureusement pas structuraliste et heureusement je ne suis pas pape. Vous êtes malheureusement pas structuraliste et heureusement vous n'êtes pas pape. Bon, écoutez, il y a quand même actuellement une mode dans le milieu intellectuel. Pour la papauté ou pour le structuralisme français, pour le structuralisme surtout. Oui. Oui, surtout. Il y en a fait plus de gens qui veulent être structuralistes que de gens qui veulent être pape. Parce que peut-être qu'ils voient qu'il n'y a plus de possibilité de devenir structuraliste que de devenir... Oui, l'entrée est plus ouverte. Mais encore là, vous-même, vous n'en êtes pas sûr. Disons qu'actuellement, il y a une mode dans le milieu intellectuel français, et ça commence à s'étendre au plan international, une mode structuraliste. Il y a aussi quand même, malgré tout, au fond de ça, peut-être à l'origine de ça, une pensée, hein, que l'on peut qualifier de structuraliste. Et vous, vous êtes un philosophe que l'on dit philosophe structuraliste. Oui, c'est ça. Moi, je crois tout de même qu'il faut faire une distinction bien nette entre deux choses. D'une part, il y a un certain nombre de gens qui ont essayé d'appliquer les méthodes des mathématiques, de la linguistique, disons de la formalisation, à des domaines qui étaient traditionnellement les domaines de la description, de l'histoire, parfois un peu aussi de l'analyse impressionniste. C'est ainsi qu'on a essayé d'appliquer les méthodes rigoureuses de la linguistique à la mythologie, à l'ethnologie, à la sociologie, au texte littéraire également. Alors là, cette application rigoureuse de méthodes de formalisation à des domaines qui apparaissaient comme jusqu'à présent incompatibles avec ces méthodes-là, je crois qu'on peut appeler ça le structuralisme. Bon. Évidemment, Lévi-Strauss en est le plus magnifique exemple, qui a voulu appliquer des méthodes strictes, celle de la linguistique, à ce monde immense de la mythologie des populations dites primitives, et qui nous paraissait jusque-là un monde tout de même extraordinairement, je ne dis pas absurde, mais rempli d'imagination, de thèmes difficiles à réunir, à grouper, à analyser. Maintenant, vous, votre travail est différent. Alors moi, ce que j'essaie de faire, c'est tout à fait différent, et d'ailleurs, je ne suis pas seul à essayer de faire ce que je veux faire. Nous sommes un certain nombre. En France, par exemple, il y a quelqu'un comme Deleuze qui travaille dans la même direction. Et notre projet, c'est plutôt essentiellement un projet critique. Il s'agit de faire l'analyse et en même temps la critique d'un certain nombre de ces notions fondamentales qui ont organisé notre pensée philosophique, mais également sans doute aussi notre pensée morale et peut-être même au-delà notre univers juridique, presque toute notre civilisation. Comme quelle notion, par exemple? Essentiellement la notion d'homme. L'homme comme, si vous voulez, fondement de la vérité, l'homme comme fondement du savoir, l'homme comme centre de l'histoire. Cela, c'est une idée qui a tout de même été assez fondamentale depuis le XVIIe siècle dans notre civilisation, peut-être même depuis l'Antiquité gréco-romaine. Tout était centré sur l'homme. C'est cela, il y avait un anthropocentrisme, si vous voulez, de l'histoire, de la sociologie, des formes d'analyse. Et vous enlevez à l'homme ce privilège d'être au centre. Je crois au contraire qu'il faut essayer de comprendre ce qu'est l'homme à partir d'éléments qui sont extérieurs à la nature humaine, à la conscience humaine, à l'expérience humaine. Ça ne veut pas dire, contrairement à ce que certains critiques ont déjà dit, et que vous vous désintéressez de ce qu'est l'homme. Pas du tout, ni même de ce qui lui arrive, ni même des conditions dans lesquelles il existe. Je crois qu'il faut essayer de le comprendre de l'extérieur et non de l'intérieur. Il ne s'agit pas d'en faire un absolu qui durerait à travers toute l'histoire et qui s'imposerait à toutes les formes possibles de civilisation, mais de comprendre au contraire comment l'homme tel qu'il nous apparaît maintenant n'est rien de plus que le résultat
l'intrication, l'enchevêtrement de tout un tas de processus historiques, économiques, sociaux, etc. Et ce qui est la ligne de votre travail. Et nous ne sommes rien de plus que l'espèce de petite figure provisoire, un instant figé, dans laquelle se résument tous ces processus extérieurs et complexes. Monsieur Foucault, comment en êtes-vous arrivé là, c'est-à-dire comment êtes-vous devenu philosophe au XXe siècle? Ah, vous savez, je ne suis pas sûr que je suis devenu philosophe, car le travail que je fais, est-ce que c'est de la philosophie ou pas simplement de la critique? Enfin, bon, pour passer, je ne dis pas exactement aux confidences, mais en tout cas aux souvenirs, je crois que je pourrais dire ceci. J'appartiens, comme la plupart des intellectuels français d'ailleurs, j'appartiens à un milieu de petite bourgeoisie de province en France. Dans ma famille, on était médecins de père en fils, aussi bien du côté de mon père d'ailleurs que du côté de ma mère. Il fallait être médecin. Et ce milieu médical en France et dans la province française était à cette époque-là assez caractéristique. C'était en général un milieu anticlérical, c'était un milieu fort attaché aux valeurs de l'économie, et c'était un milieu qui était assez hostile, assez étranger, disons, aux préoccupations culturelles générales. J'ai passé au fond, je crois, mon enfance dans un univers extraordinairement silencieux. Dans un univers dans une famille en tout cas, dans un milieu où le langage, le discours, la parole était barrée. Elle était barrée, si vous voulez, du côté de la confidence, du propos intime, de la confession. Parce qu'on était anticlérical, on n'avait pas à se confesser, l'âme n'existait pas, et de toutes ces choses-là, il n'y avait pas à parler. Bon, on était anticlérical, on était matérialiste aussi, c'est-à-dire que le corps n'existe, l'âme n'existait pas, seul existait le corps. Quand on était triste, quand on avait du chagrin, on vous demandait où as-tu mal? Et si vous aviez répondu j'ai mal à l'âme, qu'est-ce qu'on vous aurait dit? Ben, je ne savais pas que j'avais une âme. Malheureusement, j'ai découvert que bien plus tard que j'avais une âme, mais au moment où j'ai découvert que j'avais une âme, j'ai appris en même temps que l'âme n'existait pas. Ah bon, d'où le terrible problème. Alors le langage... C'est ce qui a fait de vous un structuraliste, peut-être. Peut-être. Oui, l'âme alors n'existait pas et le discours était barré de ce côté-là. On était très attaché aux valeurs économiques, à cette espèce de gain quotidien des professions libérales, et par conséquent, on avait beaucoup d'hostilité à l'État, à la politique, à tout ce qui était les mangeurs d'impôts. En somme, c'était pas un milieu très rigolo. Ce n'était pas un milieu drôle. Et en même temps, alors tout ce qui était d'ordre culturel, littéraire, était également rejeté. Donc, on ne parlait pas. Le langage était profondément dévalorisé au profit de ce qui était le corps, de ce qui était l'économique, de ce qui était, si vous voulez, la matérielle. Et vous vous êtes révolté contre ce monde. Bon, révolté, c'est beaucoup dire, je l'ai fait doucement, insidieusement, je suis intimide. Non, je n'ai pas fait ma médecine, justement, ça a été le drame, c'est beaucoup dire, mais le petit clash avec les parents, et justement, je me suis donné un métier où il s'agit de parler. En tant que professeur, non seulement on a le droit de parler, mais on est obligé de parler. Et comme vraisemblablement je n'avais pas eu l'énergie, la révolte suffisante et nécessaire pour prendre la parole, en me donnant le métier de professeur, je me donnais par la voie de l'institution le droit de parler et de parler à partir même de ma profession. Et alors, si vous voulez, là où j'ai rencontré le problème théorique avec lequel je me débat depuis ce moment-là, c'est finalement, qu'est-ce que c'est que ça de parler ? Et c'est pour ça, si vous voulez, que je ne suis pas profondément, que je ne suis pas structuraliste. Disons que les structuralistes, c'est tout de même les gens qui se préoccupent essentiellement de ce problème. Qu'est-ce que c'est que ça qu'une langue? Quel est le système profond, rigoureux, rationnel, qui organise, non pas exactement, qui organise les phénomènes de parole, alors que mon problème à moi, c'est de savoir qu'est-ce que c'est que ça, parler, quelle est la réalité que l'on peut donner au fait de parler, quelle est l'efficace de la parole. Et si vous voulez, alors là, mon premier problème, historiquement, dans ma biographie, premier problème que j'ai rencontré durement, ça a été précisément la psychopathologie et la psychanalyse. Puisque j'ai découvert, premièrement, l'existence d'une maladie qui consistait essentiellement
non pas à avoir des symptômes, à présenter des symptômes ou des syndromes somatiques, mais qui présentaient des symptômes ou des syndromes purement verbaux. Le fou, après tout, il se reconnaît à ce qu'il dit. Alors vous pensez que dans un milieu médical, dans un milieu de chirurgien, où toute maladie, c'était celle que l'on pouvait assigner très précisément en un point du corps, dans ce milieu-là, pour quelqu'un formé à l'intérieur d'un milieu comme celui-là, la découverte d'une maladie qui ne se présente que dans l'ordre du langage, c'est déjà bizarre. Mais alors, quand on s'aperçoit que cette maladie, qui ne se présente que dans l'ordre du langage, est en même temps une maladie que l'on va guérir, non pas avec le bistouri, ni avec le médicament, mais avec la parole, en parlant au malade, mieux encore, en le faisant parler. Alors vous imaginez que c'était là quelque chose qui était pour moi théoriquement stupéfiant, à la fois scandaleux et scintillant, et qui m'a, je crois, profondément retenu. C'est pourquoi j'ai consacré le premier temps de mon activité, après avoir fait des études de philosophie, j'ai consacré mon activité à faire un peu de psychopathologie, et puis L'histoire de la folie. et j'ai écrit à ce moment-là l'histoire de la folie, c'est-à-dire l'histoire de cette curieuse maladie, de ce curieux partage dans notre civilisation entre le discours rationnel, qui est en quelque sorte reconnu, validé, institutionnalisé dans notre société, et puis ce discours du dehors, ce discours perdu, ce discours maudit qui est celui de la folie. Et puis en même temps, d'essayer de faire l'analyse de la manière dont ce discours perdu, la folie, on essayait de le récupérer malgré tout dans le discours stable et savant de la psychopathologie. Et une autre étape importante a été cette archéologie des sciences de l'homme. L'expression est de vous, je crois, les mots et les choses. Oui, oui, c'est encore, si vous voulez, toujours un peu le même problème qui me hantait, c'était de savoir ce que c'était que ça qu'un discours scientifique, et ce qu'était très précisément, parmi les discours scientifiques, ceux qui concernaient l'homme, l'existence humaine, la nature humaine ou la société humaine. Parce que, après tout, la solidité, l'efficacité d'un discours comme celui de la physique ou de la chimie, ça peut se vérifier, se jauger, se mesurer à l'efficacité technique ou pratique de cette chimie ou de cette physique. Le champ d'application de la physique ou de la chimie donne immédiatement consistance à ce discours. En revanche, qu'est-ce que c'est que ça? Que ce discours de la psychologie, de la sociologie, de la grammaire, de l'histoire, qu'est-ce que c'est que la solidité de ce discours? En quoi est-ce qu'il consiste? Quelle est son efficace? D'un côté, on a l'impression que ce sont des discours tout à fait flottants, puisque leurs possibilités d'application sont plus que minces, puisque sans arrêt ils se renouvellent les uns les autres, s'effacent en quelque sorte, ne durent pas, les théories se succèdent les unes aux autres, il n'y a pas cette espèce de climat de vérité, il n'y a pas non plus ce cumul des connaissances que l'on trouve dans des sciences plus sérieuses, tout s'envole dans ces sciences humaines, tout se renouvelle, tout s'efface comme un tableau noir, et pourtant on ne voit pas ce que serait notre civilisation occidentale s'il n'y avait pas eu tout cet univers de discours qui fait maintenant absolument partie de notre existence, de nos conditions même d'existence. D'où cette interrogation, vous voyez, qui est finalement toujours la même, que je répète et reporte. Où ça va tout ça? Je ne sais pas du tout où ça va. Je sais simplement que ce qui s'est passé en Europe, et singulièrement en France, depuis quelques années, disons depuis 1968, m'a évidemment beaucoup frappé. M'a beaucoup frappé parce que je crois que un des phénomènes importants de ces bouleversements récents, un des phénomènes importants, c'est tout de même ce qu'on peut appeler la prise de parole, non? De tout le monde, de toutes les couches sociales? De toutes les couches sociales, bien sûr. Le fait que tous ces gens, ces gens qui avaient été, depuis des générations et des générations, exclus non seulement du pouvoir politique, mais simplement du droit de parler, se sont, d'une part, redécouvert la possibilité de parler, et en redécouvrant la possibilité de parler, voilà qu'ils ont découvert que le pouvoir était en quelque sorte lié au droit à la parole. D'où contestation. D'où la contestation. Enfin, disons ceci, si vous voulez, c'est que, au fond, la philosophie est presque la philosophie.
a voulu faire croire pendant longtemps que la parole était quelque chose de purement transparent, grâce à quoi nous pouvions accéder, disons, à la vérité et à la vérité éternelle. Absolument. Et à cette parole qui accédait à la vérité éternelle, on opposait le pouvoir politique qui, lui, est voué à l'histoire, voué à la violence, voué à la méchanceté et à la péripétie, à l'accident et au mal. Alors que la parole qui accède au vrai est à la fois éternelle et bonne. Mais la parole était celle du philosophe. Et je crois que cette séparation, oui c'est cela, c'était la parole du philosophe, et cette séparation est une séparation qui est évidemment une invention de notre société, d'une invention des philosophes au service de notre société et de notre civilisation. Qu'en fait, l'exercice du pouvoir est lié au droit à la parole. Donc votre point de vue à vous, philosophe, aujourd'hui, n'est pas du tout le point de vue de vos ancêtres dans le temps. Non, je ne pense pas. Votre conception du rôle du philosophe aujourd'hui est tout à fait différente. Est tout à fait différente. Je pense que, si vous voulez, le rôle du philosophe actuellement, c'est en quelque sorte de rabattre la parole sur ses véritables conditions historiques. Notre problème, en tant que philosophe, mais également en tant qu'universitaire, c'est de montrer que l'exercice de la parole est en fait lié à la prise et à l'exercice du pouvoir, que jusqu'à présent, seuls ont eu effectivement dans notre société le droit effectif à la parole, ceux qui avaient le pouvoir, ou ceux auxquels le pouvoir donnait droit à la parole. Et maintenant, lorsqu'on reprend violemment la parole, à ce moment-là, on ébranle nécessairement le pouvoir. C'est peut-être ce qui donne l'impression à tout le monde que dans notre monde d'aujourd'hui, au moins dans tous les pays occidentaux, tous les pays industriels, dits évolués, on assiste à la fin d'une époque et peut-être au début d'une nouvelle civilisation. On dit que c'est la mort de l'ancienne civilisation et peut-être qu'on assiste au début d'une nouvelle. Est-ce que vous croyez que vraiment nous sommes à la charnière de deux mondes qui ne se ressembleront pas du tout? Bien, je suis assez optimiste pour penser qu'en effet, nous sommes à la charnière de deux mondes qui ne se ressembleront pas. Mais comme je suis tout de même un peu sceptique, comme je suis un peu historien aussi, je pense que nous ne sommes qu'au tout début du processus. Nous en sommes au premier craquement, là où justement toutes les organisations du pouvoir, tout l'exercice du pouvoir est en train d'être contesté, mais en quelque sorte par le menu, dans le détail. Rien encore des grands bouleversements essentiels n'est entamé. Nous sommes, si vous voulez, au tout début de la chute de l'Empire romain. Mais avant que toutes les structures soient renversées, avant que le pouvoir n'ait été effectivement repris par d'autres, avant que toutes les conditions économiques et sociales aient été bouleversées, il faudra encore, vraisemblablement, des luttes, et des luttes fort nombreuses. Mais croyez-vous que tout ça va se produire dans une sorte de catastrophe à l'échelle de la planète, ou si ça peut se produire d'une façon, disons, un peu plus évolutive? Eh bien, je ne sais pas très bien ce que vous voulez dire par évolutive. Si vous voulez dire que ce sera d'une manière pacifique, je ne pense pas. Il n'y a aucune chance, je pense, que disons, le capitalisme abandonne le pouvoir politique et économique qu'il détient de son plein gré, simplement par persuasion, ou parce que l'opinion sera contre lui. Ce n'est pas lorsque 51% des gens auront voté contre le régime capitaliste, que pour ça, le régime capitaliste cédera poliment la place, se lèvera de son siège, saluera et étendra les bras de son fauteuil au régime suivant. Maintenant, de l'autre côté de la barricade, dans les sociétés dites socialistes ou plus ou moins marxistes, il semble que la contestation commence aussi à se faire sentir. Est-ce que vous voyez dans ces sociétés également un effondrement tel que vous le voyez, cet effondrement dans notre société à nous? Eh bien, je pense que vous faites très précisément allusion à l'Union soviétique et aux pays de l'Europe de l'Est, oui, où en effet une contestation se développe, mais vous savez bien qu'elle a la même forme, les mêmes objectifs, et qu'elle se heurte aux mêmes obstacles que la contestation dans les pays dans les pays capitalistes. Et de ce point de vue-là, je crois qu'en effet, ce sont les mêmes formes de civilisation, les mêmes formes de pouvoir politique, les mêmes formes aussi de contraintes économiques qui sont mises en question
de part et d'autre. En somme, vous ne faites pas de différence dans la réalité, disons, sociologique et philosophique, si je peux m'exprimer ainsi. Disons historique. Historique entre le monde capitaliste qui est le nôtre et le monde socialiste ou marxiste qui est celui des pays de l'Est. Je ne sais pas si on peut dire exactement que c'est un pays, que c'est une civilisation, une société marxiste. On dit que c'est un marxisme perverti, de toute Oui, façon. en tout cas, je pense que les formes, encore une fois, les formes d'exercice du pouvoir dans ces sociétés dites socialistes, les formes d'exercice du pouvoir ne sont pas très différentes des formes d'exercice du pouvoir dans notre société. Et c'est bien de cela qu'il s'agit. Alors, vous ne voyez pas l'effondrement d'une civilisation dans les termes de capitalisme versus marxisme? Pas du tout. Et j'ai l'impression, là, tout de même, que vous assimilez un peu le marxisme avec cette forme de société que l'on connaît en Union soviétique. Disons le seul exemple concret que l'on a d'une société qui se veut en voie de devenir ah oui, mais il y a aussi le problème de la Chine. Oui. Vous avez le problème de la Chine. Et tout de même, vous ne trouvez pas les mêmes formes de révolutionnarisation en Chine et en Union soviétique. Se développe actuellement en Pologne, en Tchécoslovaquie, en Union soviétique aussi, une forme de contestation qui porte sur les conditions d'exercice du pouvoir. En revanche, la révolutionnarisation à laquelle on a assisté en Chine depuis 3 ou 4 ans est un prolongement explicite de la lutte de classe. Et il s'agit, à l'intérieur même du cheminement vers le socialisme, de prolonger, de maintenir, de prolonger, de pousser à son extrême, et jusqu'à ses dernières conséquences, cette lutte de classe qui avait commencé avant même le passage au socialisme. Est-ce que vous pouvez imaginer, vous qui avez beaucoup fréquenté l'histoire, qui réfléchissez, qui philosophez sur le passé et sur le présent, est-ce que vous pouvez imaginer ce que pourrait être la société future? Non, je ne pense pas qu'on puisse l'imaginer, et je ne pense pas qu'on doive l'imaginer. Pourquoi ne doit-on pas? Eh bien, je ne pense pas qu'on doit l'imaginer parce que les formes dans lesquelles on imaginerait cette société, nous les empruntons nécessairement à la société dans laquelle nous vivons. Il n'y a pas de raison pour que l'imagination soit en elle-même, et en quelque sorte par sa propre force, ou par son délire intérieur, en elle-même révolutionnaire. Je crois que ce qu'il faut faire, c'est simplement beaucoup plutôt exaspérer notre sensibilité de tous les jours, plutôt que de rêver une autre forme de société. Il faut repérer dans notre société actuelle tous les points où l'exercice du pouvoir est en effet, pour les gens qui subissent ce pouvoir, intolérable ou inacceptable. Il faut, partout où nous sommes en quelque sorte opprimés, réprimés, blessés, il faut là se révolter, il faut là opposer à l'exercice du pouvoir le droit à la révolte. C'est cela qu'il faut faire et pas imaginer une autre société. Mais à ceux qui justement, en mai 68, chez vous, à Paris, disaient aux contestataires, aux anarchistes, enfin à tous ceux qui se révoltaient, justement, qui leur disaient, écoutez, c'est beau, vous dites que vous êtes contre telle chose, vous êtes contre telle autre chose, mais qu'est-ce que vous souhaitez? Et les anarchistes disaient, ce qu'on souhaite, c'est la destruction de ce qu'on n'aime pas. Et il y en a, je crois, qui ont dit, on ne sait pas ce que l'on veut. Oui. Est-ce que, alors, à vos yeux, ce n'est pas un manque de sérieux de la part des Pas du tout, je pense que c'est le vrai sérieux, cela. Parce que de quoi s'agit-il justement dans le processus révolutionnaire actuel, sinon de faire accéder enfin au pouvoir politique ces masses qui ne l'ont jamais exercé alors qu'elles sont productrices de richesses. Elles sont le moteur de l'économie et elles sont exclues du pouvoir politique. Le problème, c'est de leur permettre ou d'enclencher le processus grâce auquel elles pourront effectivement s'emparer du pouvoir et l'exercer. Et c'est à ce moment-là, à elles et à elles seules, de définir les conditions dans lesquelles le pouvoir politique aura à s'exercer. Comment voulez-vous qu'un malheureux intellectuel plus ou moins libéral ou plus ou moins gauchiste puisse imaginer les formes d'exercice du pouvoir dont les masses auront effectivement le besoin lorsqu'elles auront acquis ce pouvoir? À quoi servent actuellement les intellectuels dans les grandes transformations qui sont déjà commencées? Je pense que leur rôle est à la fois menu, et puis il a tout de même une certaine importance.
Il me semble que un des caractères du processus auquel nous assistons actuellement est celui-ci. Il ne s'agit aucunement de s'emparer du pouvoir violemment par une sorte de coup d'État à la Blanqui. Il ne s'agit pas non plus de l'acquérir sagement et bourgeoisement dans le parlementarisme, comme le souhaitent les communistes. Il s'agit pour l'instant, de permettre une prise de pouvoir en commençant par la cassure, la rupture de toutes les connexions par lesquelles le pouvoir est actuellement assuré. Tout ce système de communication qui fait que le pouvoir qui est détenu en réalité par le grand capital s'impose finalement à la masse des gens. Toutes ces communications, elles sont en grande partie entre les mains de la petite bourgeoisie. Le rôle que la petite bourgeoisie s'est vue confier depuis le XVIIIe siècle par la grande bourgeoisie capitaliste, ça a été précisément d'être le relais et l'instrument de transmission de ce pouvoir capitaliste. Eh bien, puisque la petite bourgeoisie est là, à ces relais de transmission du pouvoir, le rôle que le petit bourgeois peut jouer, le rôle que l'intellectuel petit bourgeois peut jouer dans l'université, à la radio, à la télévision, etc., c'est précisément d'empêcher l'exercice de ce pouvoir, de le brouiller, de casser de rompre les connexions, de produire, si vous voulez, de saboter l'État. Oui, bien sûr. Est-ce que c'est ce que vous, les intellectuels français, vous faites actuellement? Je Vous, par crois exemple, que au Collège de France, qui occupait un poste de prestige, qui avait été nommé là par des autorités gouvernementales. Ah, j'étais élu. Ah, vous avez été élu par vos confrères, Oh, oui, on est élu par ses confrères. mais subventionné par l'État. On est subventionné par l'État. Et l'État vous donne l'entière liberté de dire ce que vous nous dites actuellement. Eh bien là, alors, vous posez un problème qui est en effet important. Vous me dites, l'État vous paie, et voilà que vous revendiquez le droit de saboter l'État. Mais quand vous employez l'État dans ces deux phrases, je ne pense pas que ce soit exactement dans le même sens. Quand je dis saboter l'État, c'est bien en effet rendre possible, permettre la prise de pouvoir par les masses. Mais quand vous me dites l'État me paie, quel est donc cet État qui me paie? C'est-à-dire, quelle est donc cette institution C'est le peuple. qui me donne cet argent? Sinon, précisément, c'est qui produit la richesse.